Donc bonjour à tous et à toutes, nous sommes le samedi 16 juillet 2022 et donc je fais cette vidéo que je vais intituler «Analyse des pratiques». D'habitude je fais le dispositif du mois. C'est maintenu, hein, je précise, mais là j'avais envie d'aborder un sujet spécialement technique du travail social et là c'est parti pour de l'analyse de pratique. L'analyse de pratique. Donc, l'analyse de pratique, c'est d'aborder un sujet particulier de notre profession. Et là, ça va être la visite à domicile. Qu'est-ce qu'une visite à domicile? La visite à domicile est une démarche proactive qui consiste pour le travailleur, la travailleuse sociale, à aller à la rencontre de la personne. Et là, en l'occurrence, la rencontre de la personne, c'est son environnement social intime, puisque c'est son lieu de domicile, lieu de vie. Ça veut dire que le travailleur ou la travailleuse sociale rentre dans l'intimité de la personne. Et pour rentrer dans cette intimité, il faut son accord. Donc une visite à domicile se fait avec l'accord de la personne. Au préalable, il est préférable pour l'organisation d'une visite à domicile, bien sûr, au préalable de convenir d'un rendez-vous. Il peut y avoir des circonstances particulières, notamment lorsque c'est simplement pour aller chercher un document ou récupérer un document, vous n'arrivez pas à joindre l'assuré social, ça c'est un autre point. Mais dans je dirais, le concept type de la visite à domicile, ce que je vais aborder là, c'est plus la visite à domicile sur l'aspect du travail social institutionnel pour les assistantes de service social exerçant en institution. Je trouvais ça assez intéressant parce qu'il y a eu un récent événement à Bourges où une assistante de service social a été poignardée lors d'une visite à domicile le 6 juillet par une personne qu'elle avait en suivi. Et donc ça questionne, on n'a pas suffisamment d'éléments sur les circonstances de cette visite à domicile, mais moi pour ma part ça m'a bien sûr qu'en tant qu'assistante de service social, ça m'a interpellée et fait réfléchir sur les pratiques. De mon expérience de plusieurs années en institution de travail social au sein d'un organisme d'assurance maladie, tiens, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant de travailler sur l'analyse de pratique, pas spécialement en s'appuyant sur cette situation dont j'ai très peu d'éléments, mais sur qu'est-ce que la visite à domicile de manière générale. C'est une démarche proactive, dans la mesure où nous allons vers la personne, nous rentrons dans son intimité, il faut son accord. Sans son accord, ça pourrait être ressenti comme une agression. Et il y a des personnes, des assurés sociaux, des usagers, des patients qui ne souhaitent pas qu'on rentre dans leur intimité, alors ils vont dire, bah non, parce que soit chez eux, ils estiment que c'est pas suffisamment beau, c'est pas suffisamment rangé, voilà, ils ont leur propre argument et c'est leur droit. D'où le motif pour lequel il faut avoir un entretien. Donc la visite, il faut distinguer la primo-visite à domicile de la visite de suivi. La primo-visite à domicile, c'est la visite à domicile qui se fait lors d'un premier entretien. Cette visite à domicile est la plus sensible parce qu'en fait là, c'est un assuré social qui téléphone, qui ne peut pas se déplacer ou en raison d'un dispositif ou particulier, il s'avère que le dispositif requiert que ce soit vous qui vous déplaciez, qui allez au domicile à la rencontre de la personne. Dans ce cas-là, et ça laisse pas mal d'aléatoire. D'une part, parce que si le rendez-vous éventuellement n'est pas pris par vous, il est pris par une secrétaire, ça veut dire que vous avez simplement sur votre planning telle personne à rencontrer à telle date. Je vous conseille vivement, dans ce cas-là, de décrocher votre téléphone et de rappeler la personne pour revoir les motifs, pour rentrer en contact déjà avec la personne, voir les motifs du rendez-vous, bien que certainement la secrétaire a noté les motifs du rendez-vous, mais déjà le fait de rentrer en contact avec la personne et d'entendre sa voix, ça peut déjà permettre de nouer des liens avec cette personne. Donc, si c'est vous qui prenez le rendez-vous, bien sûr, il y a des éléments d'information à obtenir. Les éléments d'information à obtenir qui peuvent être parfois assez... et qu'il faut savoir s'il y a des animaux au sein du logement ou pas. Savoir s'il y a un code d'accès, un digicode ou voilà, comment vous faites lorsque vous arrivez en bas de l'immeuble ou si c'est une maison, est-ce que la sonnerie fonctionne?
Est-ce qu'il, comme je dis, les animaux de compagnie. Il faut savoir exactement, bien sûr, que le motif de la visite à domicile coïncide avec les missions qui sont conférées dans votre institution. Et il faut savoir s'il va y avoir une tierce personne présente. Et en fait, sur des primo-entretiens, moi je pense à mon avis, hein, sur du travail social en institution, sur des primo-entretiens, et c'est même de manière générale, il serait pertinent qu'il puisse avoir une tierce personne présente, que ce soit le concubin, la personne, voilà, ça peut être un parent, ça peut être une amie, ça peut être une voisine, euh, mais le fait d'avoir une tierce personne permettra de sécuriser déjà ce premier entretien. Ce qu'il est possible de faire, c'est en milieu hospitalier, on travaille souvent autour de la personne de confiance, qui est une forme de collaborateur essentiel dans l'accompagnement social, parce que la personne qui est hospitalisée n'a pas forcément les documents avec lui ou elle pour pouvoir entamer les démarches. Donc c'est la personne de confiance qui va être intermédiaire pour aller récupérer les documents, pour apporter certaines informations, pour compléter parfois les formulaires. Et je pense que ça peut être aussi très pertinent en travail social institutionnel de travailler autour de cette idée de personne de confiance. C'est-à-dire que même pour un entretien, un primo-entretien, voilà, vous nous avez donné des informations. On souhaiterait savoir qui est la personne, qui est pour vous cette personne de confiance, cette personne qui peut nous aider dans le cadre de l'accompagnement social qui va être mis en place. Ça peut arriver notamment sur des personnes très âgées, voire jeunes, qu'il n'y ait pas de personne de confiance à proximité parce qu'ils sont loin, ils sont dans une région où ils connaissent personne, ou voilà. Mais ça reste quand même assez rare, hein. Et la personne de confiance peut être une personne éloignée qui se trouve dans une autre ville, hein. C'est surtout la personne qui a des éléments d'information qui vont permettre d'étayer la situation de la personne et puis de recueillir des éléments également pour vous sur le plan de l'équilibre également personnel et psychologique, psychique de la personne, parce que des éléments d'information sur éventuellement est-ce qu'un accompagnement a été mis en place par cette personne, vous ne les avez pas ces informations. Vous ne les avez pas. Si éventuellement cette personne était détentrice d'une arme à feu, vous ne les avez pas. Et de la personne même, c'est plus que possible que la personne même ne vous donne pas cette information. Par contre, la personne de confiance, un membre de la famille va vous dire, oui, mais attendez, il a quand même une arme à feu, ou il a quand même, voilà, il a quand même des éléments où c'est pas tout à fait rassurant, qui vont vous permettre d'avoir quelques éléments. Ça peut être aussi autour du tiers partenaire institutionnel. Ça peut être une assistante sociale du conseil départemental ou de toute autre institution. Toute assistante de service social ou tout travailleur social qui a pu exercer autour de la situation peut être une source d'information déjà en amont. Lorsqu'on fait les entretiens avant même d'aller en visite à domicile, il y a certaines informations qu'on peut parfaitement recueillir par téléphone pour pouvoir appréhender au mieux le contexte de vie de la personne, ses difficultés et le profil de la personne que vous allez être amené à rencontrer. Donc je pense, et j'en suis convaincue, qu'en travaillant sur ça en amont même de la visite, sur la question de la personne de confiance et sur les travailleurs, souvent les partenaires sociaux, souvent on pense à les contacter, mais ça peut arriver de les contacter après la visite à domicile, voilà, après la visite à domicile pour confirmer, avoir des éléments. Mais avant de faire la visite à domicile, il y a un recueil d'informations dans les conseils départementaux. Il y a déjà une première évaluation qui est faite bien souvent avant d'avoir l'évaluation et la prise en charge en accompagnement social véritable de la personne. Donc, que lorsque on est amené comme ça, on est sollicité pour une visite à domicile, il peut avoir déjà ce premier entretien téléphonique qui va permettre de cerner le profil de la personne avant, après, d'aller vers un entretien physique lorsque l'entretien ne se fait pas, lorsque l'entretien se fait dans une démarche proactive qui est la démarche de visite à domicile qui consiste à entrer dans l'intimité de la personne pour pouvoir mettre en place un accompagnement social, mais un accompagnement social qui sera tout autre que institutionnel. Je rappelle, et c'est important, que tous les concepts, ce ne sont pas des concepts seulement. Tout ce qu'on nous apprend en formation, on ne nous les apprend pas pour rien. On nous les apprend véritablement
pour que nous puissions avoir les éléments nécessaires, les compétences nécessaires pour pouvoir exercer ce travail. Le travail social est un travail à la longue, sur lequel il faut prêter attention, il faut prêter attention à la relation qui se noue. Il y a des profils de personnes. Et pour celles qui ont travaillé durant des années dans ce métier, elles le savent pertinemment. Et il y a des profils de personnes qui cherchent une aide ponctuelle et voilà, ils vont avoir leur aide ponctuelle et puis et puis l'accompagnement social va s'interrompre là parce qu'ils ont eu l'aide et ils vous remercient et l'accompagnement social s'interrompt. Et il y a des profils de personnes qui sont totalement différents et qui, eux, souhaiteront que l'accompagnement, souhaiteront développer une relation tout autre. Euh, En tant qu'assistant de service, vous êtes libre voilà, d'orienter les relations que vous avez. On peut pas, sur l'humain, on peut pas vous dicter de faire ceci ou cela. Je sais pertinemment qu'il y a des travailleuses sociales qui développent des relations totalement plus différentes avec des personnes qui étaient au départ des usagers ou des assurés sociaux. L'humain ne se contrôle pas. Mais ce qu'on nous apprend en formation, ce ne sont pas des concepts, ce sont des réalités qui vont nous permettre de pouvoir exercer ce travail le plus longtemps possible. L'idée de juste distance, l'idée voilà, de prise en charge véritablement dans l'empathie, du recul, prendre le recul, l'analyse, être juste finalement dans l'évaluation et égalitaire dans la prise en charge des dossiers que l'on a en charge d'accompagnement sociaux de ces personnes, ce sont des éléments qui vont nous aider. N'oublions pas une chose, et il faut le rappeler aux assurés sociaux, nous ne sommes pas décisionnaires, nous ne sommes pas les dernières décisionnaires. Lorsque les dossiers sont faits, les dossiers sont bons, ils arrivent dans des institutions, dans des administrations. Ce sont ces administrations-là qui prennent position et qui décident. Si le patient ou l'assuré social n'a pas assimilé ça, il pense que c'est vous qui mettez un frein. Nous savons très bien qu'il y a des techniques, bien sûr, pour signaler qu'on ne sommes pas tout à fait d'accord par rapport à une demande d'aide. Mais dans la logique, vous n'êtes pas en droit de mettre un refus ou de bloquer une demande d'aide. L'assuré social qui demande à ce qu'un dossier soit envoyé, l'assistante sociale qui a un accompagnement, cet assuré se doit d'envoyer ce dossier. Si son accord est demandé, sous réserve de... Elle peut indiquer avec cette formulation qu'elle émet des réserves, sans rentrer dans les détails, mais vous ne pouvez pas émettre. Et vous allez vous mettre après en difficulté si vous émettez un refus ou vous indiquez votre refus. Voilà, et puis nous n'avons pas à porter de jugement sur les choix des personnes. Donc, un assuré social qui a un accompagnement social, si c'est son choix de faire telle ou telle démarche, et je rappelle, je ne parle pas du domaine libéral qui est totalement différent, là je parle du domaine institutionnel. Je pense que l'assistante sociale a ce devoir de, quand elle le peut, et que ça répond quand même à une certaine logique, c'est d'envoyer ce dossier et de bien indiquer que s'il y a une institution, de toute manière, il y a des critères pour demander pour solliciter des dispositifs. Est-ce que l'assuré social répond à ces critères? S'il ne répond pas à ces critères, monsieur, voilà, vous ne répondez pas à ce critère, c'est objectif. Soit l'assistante sociale n'a pas le temps de faire le dossier, elle indique qu'elle n'a pas le temps de faire le dossier alors qu'il ne répond pas aux critères d'ores et déjà. Soit c'est de faire le dossier et en tout en indiquant que monsieur ne répond pas aux critères. Ça vous donne une forme de recul et
pas d'implication directe, puisque c'est pas vous qui êtes décisionnaire. Ça, moi, je sais que quand j'étais en institution, ça m'est arrivé de faire des dossiers en sachant pertinemment que la demande de l'assuré ne répondait pas aux critères d'attribution de ces aides. Mais je partais du fait qu'un accompagnement social est un accompagnement social. Le patient qui souhaite que cet accompagnement social soit mis en place, qu'un dossier soit envoyé, si a priori il n'y a pas de grands éléments qui freinent l'envoi de sa demande, j'envoie la demande en n'émettant pas que je suis d'accord, moi, en précisant que moi j'émets des réserves, mais j'envoyais quand même la demande de la personne en sachant que le pourcentage de possibilité qu'il y ait un refus était très très élevé, voire même que ça aurait été un refus total. Je reviens sur la visite à domicile. La personne de confiance. Je vous dis ça, mais quand j'ai rédigé moi-même, je me suis dit que je devrais aussi moi-même me l'appliquer et regarder, travailler sur la question de la personne de confiance, recueillir en amont les informations. Quand vous êtes en institution, quand on travaille en milieu hospitalier, les patients, on peut les voir également dans le cadre institutionnel. Là, c'est différent. Lorsqu'on va au domicile de la personne, il faut essayer de recueillir un premier entretien préalable avec la personne par téléphone pour savoir les motifs pour lesquels il faut se déplacer. Et, et après ce premier entretien, c'est recueillir qui est la personne de confiance, contacter la personne de confiance pour avoir également des éléments d'information qui vont permettre éclairer la situation avant de faire ce premier entretien. Pour l'entretien de suivi, souvent c'est pour une assurée sociale ou un patient, la personne que vous avez déjà rencontrée auparavant. L'entretien de suivi, après d'un bureau, vous passez éventuellement au domicile de la personne, il ne faut pas non plus se dire qu'il n'y a pas de danger. De toute manière, dès lors où vous n'avez pas tous les éléments sur la capacité psychologique de la personne, vous ne pouvez pas savoir à quel moment il risque d'avoir une crise. Et lorsque vous savez ces éléments, vous ne pouvez toujours pas savoir à quel moment il ou elle va faire une crise. Une crise quand j'écris, c'est une crise délirante qui fera que vous pouvez potentiellement devenir l'objet. Et quand je dis l'objet, c'est pas en termes d'objet, mais en psychiatrie, on parle d'objet du délire. Ce sur quoi son délire va se focaliser. Et en fait, c'est là l'objet du délire, ça peut être une personne. Et donc, c'est plus un objet, c'est un individu, un être humain sur lequel la personne psychotique va déverser un peu ces crises de délire et peut se construire comme ça un mécanisme soit de persécution, soit voilà, différents types de mécanismes délirants qui fait que la travail social peut être en danger lorsque ça se traduit par de l'hétéro-agressivité, c'est-à-dire de l'agressivité envers l'autre. Donc il faut quand même rester vigilant sur l'entretien de suivi. Cet entretien-là est aussi important. Cerner le profil de la personne. Honnêtement, il y a à peu près 1 an, je crois que c'était une assistante sociale qui avait été fusillée lors d'une visite à domicile par une personne âgée. Qui, semble-t-il, n'avait pas bien vécu le fait qu'on mette son épouse dans un établissement médico-social. Voilà. Vous voyez, je trouve que cet exemple, ça démontre de la complexité à pouvoir dessiner un profil exact de la personne, parce que cette assistante sociale n'a pas fait les démarches toute seule. Donc, le mari était informé, hein, donc
toutes les circonstances, on les avait pas, mais pourquoi à ce moment-là, il l'a attendu avec un fusil, l'assistante sociale, qui, lorsqu'elle a ouvert la porte, il a tiré. Euh, voilà. Et c'est beaucoup plus courant qu'on le pense, que des travailleurs sociaux soient mis en danger dans l'exercice de leur activité professionnelle. Et donc, dans cette mesure-là, il faut essayer de prévenir un maximum possible. C'est pour ça que lorsque vous avez l'impression, ce sentiment que une prise en charge va vous être problématique, ça peut même être sur le plan psychiatrique. Il y a des patients il y a des patients où il y a des usagers qui vont faire en sorte de vous, comment dire ça, euh, de vous mettre en difficulté. C'est-à-dire qu'ils construisent des mécanismes qui font que, soit pour vous, ils vont vous sembler insupportables, mais en fait, c'est un peu des formes de sadisme qui fait que il faut pouvoir cerner les personnalités, les particularités. Je pense que même ça serait bien de refaire une base de la psychiatrie auprès des travailleurs sociaux pour pouvoir justement avoir cet œil, pour pouvoir repérer voilà, les situations qui vont vous mettre en difficulté, puisque volontairement, et je vous le dis honnêtement, il y a des assurés sociaux, il y a des usagers voilà, qui vous construisent un mécanisme de fonctionnement avec les travailleurs sociaux dans vue pour certains de les mettre en difficulté. Comment toi, en tant que travailleur social, tu repères ces mécanismes et comment toi tu réagis et comment tu es soutenu aussi par ta hiérarchie et qu'est-ce qui est mis en place pour justement éviter que tu t'enlises dans des difficultés. C'est tous ces questionnements-là que je pense qu'au niveau même des cadres socio-éducatifs, des cadres des services sociaux, il faut aussi se questionner sur ça. On ne laisse pas une assistante de service social ou un travailleur social en difficulté dans une situation. Il faut parvenir soit au sein de l'équipe à trouver un relais, une assistante sociale qui peut-être sera qui aura la connaissance de ce type de public, parce qu'en plus on a toutes des connaissances qui peuvent être différentes. Il y a des assistantes sociales qui vont être hyper compétentes dans le domaine de la psychiatrie parce qu'elles ont travaillé dans des années auprès des malades psychiatriques. Il y en a qui vont être hyper compétentes dans tous les domaines d'accompagnement des familles parce qu'elles ont travaillé au conseil départemental et que elles connaissent les dispositifs, elles connaissent voilà, ce qui est mis en place. Voilà, il faut réussir comme ça à s'appuyer sur ce qui fait que l'équipe est une équipe, à prendre des compétences et des fois à savoir aussi reconnaître que vous êtes en difficulté dans la prise en charge d'une situation. Et quand vous êtes en difficulté dans la prise en charge d'une situation, il faut non seulement le signaler que vous êtes en difficulté dans cette prise en charge, et il faut aussi qu'il puisse avoir un relais au niveau des équipes, voire même une décision qui soit prise par la cadre de santé pour évaluer que cette personne-là ne correspond pas par une prise en charge classique dans les institutions où vous êtes, parce que relevant peut-être du domaine de la psychiatrie et ainsi l'orienter vers le domaine de la psychiatrie. Mais il faut pouvoir le dire et être honnête avec soi-même. Voilà. La visite à domicile, premier rendez-vous ou rendez-vous de suivi. Donc, privilégiez les contacts par téléphone parce que par mail, par SMS, c'est pratique. Quand vous connaissez déjà les personnes, c'est pratique. Lorsque vous ne connaissez pas les personnes, c'est mieux d'entendre la voix déjà dans un premier temps de la personne et de rentrer en contact avec la personne. Je sais que vous êtes nombreuses, vous avez tous eu des situations lors des visites à domicile ou qui ont été compliquées, où vous vous êtes sentis en insécurité et vous vous êtes questionné sur ce qu'il fallait faire. Je pense qu'il ne faut pas avoir honte de dire quand vous êtes en difficulté sur une situation, de déléguer cette situation ou d'orienter vers des services spécialisés
pour que la prise en charge spécialisée puisse se faire parce que vous n'avez pas les compétences pour prendre en charge ce type de public dont la prise en charge est vraiment spécifique quand ça touche au domaine de la psychiatrie. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer un agréable week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.